Dans une petite ville du Maine aux États-Unis, les policiers sont à la poursuite depuis 20 ans du meurtrier d'une jeune mère. Ils attendent que le développement de la technologie soit à la mesure de leur persévérance. Un étudiant disparaît en route vers l'école. Son ravisseur demande une rançon. S'agit-il d'un enlèvement, d'un traquenard ou de quelque chose d'encore plus sinistre? Les détectives de l'État de Washington doivent trouver une façon de déjouer un meurtrier rusé qui devine chacune de leurs initiatives et leur file entre les doigts. Les crimes passionnels mènent souvent les policiers droit vers le meurtrier. Mais lorsque les indices sont rares et les pistes fragiles, ils savent que l'individu qu'ils cherchent est dénué d'émotion et qu'il agit de sang-froid. Norwich Walk, dans le Maine, 23 novembre 1976. Un policier découvre une voiture dans un buisson près de River Road. Le moteur est toujours en marche et il n'y a pas d'occupant. L'agent appelle au poste de police pour faire vérifier les plaques d'immatriculation. La téléphoniste lui répond que le propriétaire du véhicule, Vaughn Stevens, avait signalé sa disparition. Selon Stevens, sa petite amie lui avait emprunté son auto au début de la soirée pour aller faire des courses, mais elle n'était jamais rentrée. À l'intérieur du véhicule, sur le siège du passager, l'agent aperçoit des traces de sang. On demande à Vaughn Stevens de se rendre immédiatement sur les lieux. Pendant ce temps, l'agent de police examine le véhicule. Dans le coffre arrière, sous une veste, il y avait le corps d'une femme. Elle ne portait qu'une paire de chaussettes. Dans le Maine, des enquêtes pour homicide sont sous la juridiction de la police d'État. Après avoir été dépêchés sur les lieux, les détectives se mirent à la recherche d'indices. Vaughn Stevens arriva accompagné d'un ami. Il identifia son véhicule. Son ami identifia de son côté la victime dans le coffre. Il s'agissait de Janet Baxter, 30 ans, la petite amie de Stevens. On donna à ce dernier l'autorisation de quitter les lieux car il était visiblement en état de choc. Le détective Chick Love de la police du Maine poursuivait son enquête. Dans la voiture, on a retrouvé les achats qu'elle avait faits ce soir-là. Sur le coupon de caisse, le nom du supermarché et l'heure de la transaction étaient imprimés. L'autopsie révéla que Janet Baxter avait été touchée d'un projectile de calibre 22 à la tête et à la poitrine. Elle avait également été violée. Des fluides biologiques furent prélevés et conservés. On les envoya, ainsi que les projectiles, au laboratoire judiciaire pour analyse. La voiture fut également soumise à un examen minutieux. À l'extérieur, on décela une série d'empreintes digitales. Dans le coffre, les experts recueillirent un unique cheveu. Un examen subséquent leur permit de déterminer qu'il ne provenait pas de la victime. Les détectives ratissèrent le secteur près de River Road à la recherche de témoins. Clarice Merrill, une résidente du quartier, déclara avoir aperçu quelque chose d'étrange la veille.
Alors qu'elle rentrait chez elle, elle avait vu 2 véhicules se garer à l'endroit précis où le corps de Janet Baxter avait été retrouvé. Une de ces voitures était une Volkswagen jaune. Merrill croyait que l'autre voiture était une Ford LTD. À l'intérieur, elle pouvait voir une femme et un homme. La femme semblait dormir. La résidente aida la police à dresser un portrait robot de l'homme dans la Ford pendant que les policiers tentaient de retrouver la Volkswagen. Dans la plupart des cas d'homicide, les conjoints et les proches sont dès le départ considérés comme des suspects. Le petit ami de la victime, Vaughn Stevens, fut longuement interrogé le lendemain. Il accepta également de se soumettre au détecteur de mensonges. Il déclara à la police que Janet Baxter était infirmière et qu'elle avait récemment vécu un divorce difficile. Elle avait la garde de sa fille, Julie. Vers 21h30, elle avait décidé d'aller faire des emplettes. La voiture de Stevens était la dernière dans l'allée. Il lui avait donc donné ses clés. Janet lui avait dit qu'elle serait de retour dans quelques minutes. Les heures étaient passées sans nouvelles d'elle et il avait décidé d'alerter la police. Le détecteur de mensonges indiquait que Stevens disait la vérité. Les détectives interrogèrent ensuite l'ex-mari de Baxter. Mais ce dernier avait un alibi solide. Tout comme Stevens, il fut éliminé de la liste des suspects. Les détectives continuaient à chercher la Volkswagen jaune. Galen Lessard, un autre résident du secteur, avait une voiture correspondant à cette description. Lorsque la police tenta de lui poser quelques questions, il refusa catégoriquement de coopérer. Les détectives fouillèrent le passé de Lessard. Rien n'indiquait qu'il était du genre à commettre un meurtre, mais les policiers apprirent qu'il avait des fréquentations douteuses. L'un de ses amis avait été suspecté du meurtre d'un étudiant 5 ans plus tôt. Un autre ami correspondait au portrait robot dressé à l'aide de la résidente du quartier. Ces 2 derniers refusèrent de parler à la police. L'enquête risquait d'avorter. Le 28 novembre, près d'1 semaine après le meurtre, un agent de police remarqua une voiture blanche garée exactement au même endroit que celui où le corps de Janet Baxter avait été retrouvé. Un homme était debout à l'extérieur du véhicule. Il semblait chercher quelque chose. L'agent nota le numéro de plaque d'immatriculation et le transmit à la centrale. La voiture appartenait à Albert Cochran. Une vérification de ses antécédents leur permit de découvrir que Cochran avait déjà été incarcéré en Illinois après avoir plaidé coupable du meurtre de sa femme en 1964. Il avait écopé d'une peine minimale de 50 ans, mais avait été remis en liberté conditionnelle après seulement 12 ans. Au début de 1976, il avait demandé à être transféré dans la ville du Maine où Janet Baxter vivait. Il fut convoqué à un interrogatoire. Cochran déclara que la nuit du meurtre, il avait fumé de la marijuana et bu un verre avec 3 inconnus dans le stationnement d'un bar. Ces derniers l'avaient invité à une fête, mais il ne voulait pas laisser sa voiture près du bar. Il avait donc décidé de la garer dans le stationnement d'un supermarché, le même que celui où Janet Baxter avait fait ses emplettes. Cochran déclara qu'il était monté à bord de la voiture des inconnus, mais qu'il leur avait demandé de le laisser descendre quand il avait commencé à trouver leur comportement louche. Selon lui, il avait ensuite fait plusieurs kilomètres à pied pour rentrer chez son frère à Norridge Walk. En route, il avait aperçu des policiers près de River Road. Cochran refusa de se soumettre au détecteur de mensonges, mais les détectives obtinrent de lui ses empreintes digitales et des échantillons de ses cheveux pour procéder à des comparaisons.
Les empreintes de Cochran furent examinées et comparées à celles qui avaient été découvertes sur la portière extérieure de la voiture de la victime. Quant à ses cheveux, ils furent comparés à celui qui avait été recueilli dans le coffre arrière. Rien ne corroborait les indices. Les enquêteurs étaient dans une impasse qui allait durer 20 ans. Des dizaines de policiers examinèrent le dossier par la suite, sans succès. L'enquête entourant la mort de Janet Baxter semblait ne jamais pouvoir être résolue. Mais sa famille refusait d'abandonner. « 20 ans s'étaient écoulés depuis le meurtre de Janet Baxter dans la petite ville de Norridge Rock, dans le Maine. Pendant toute cette année, on n'avait procédé à aucune arrestation. Robert McLeary, le père de Janet Baxter, était déterminé à ce que l'enquête ne soit pas abandonnée, peu importe le nombre d'années qu'il faudrait pour la résoudre. Tous les ans, lors de l'anniversaire de la mort de sa fille, il téléphonait aux quartiers généraux de la police. Mon désir de rester en contact avec la police d'État était grandement motivé par mon égal désir que le meurtrier de Janet paie pour ses actes et qu'il ne puisse pas s'en tirer. Il fallait poursuivre les recherches, tenter de résoudre cette enquête pour que nous puissions enfin faire notre deuil. En 1996, l'affaire fut confiée au détective Mike Mitchell de la police du Maine. Il commença par se familiariser avec les démarches déjà entreprises par les détectives qui l'avaient précédé. Il décida d'interroger à nouveau Albert Cochran. Certains enquêteurs croyaient qu'Albert Cochran était un suspect et peut-être même l'auteur du meurtre de Janet Baxter. D'autres enquêteurs pensaient que c'était plutôt un autre groupe d'individus qui se fréquentaient. J'ai noté tous les noms des suspects qui n'avaient pas d'alibi ou qui n'étaient pas dans ce secteur au moment du meurtre et j'ai dressé une liste par ordre de priorité. Au haut de la liste, en première place, se trouvait le nom d'Albert Cochran. Mitchell fit ensuite l'inventaire des indices dont disposait la police. Il appela le chimiste judiciaire Chris Montagna du laboratoire judiciaire de l'État du Maine. Mes deux tâches principales consistaient à examiner les indices dont nous disposions toujours après 20 ans, puis de reconstruire les notes et le travail accompli lors de l'enquête. Ensuite, il fallait tenter de tout mettre ensemble et d'établir un lien avec un des suspects dans le meurtre de Janet Baxter. En fouillant dans les boîtes d'indices, les détectives retrouvèrent les lamelles de fluide biologique. Elles semblaient effacées, mais il était possible qu'il reste encore des traces de fluide. Si cet indice n'avait pas été altéré par le temps, il serait peut-être possible d'en extraire l'ADN, ce qui ne pouvait pas encore se faire au moment du meurtre. Sous le microscope, l'examen des lamelles surprit tous les experts. Il restait encore des traces du fluide prélevé à même la victime. Maintenant, les détectives devaient trouver un échantillon d'ADN de Cochran. Ils n'eurent pas à aller très loin pour trouver ce qu'ils cherchaient. L'échantillon de cheveux de Cochran, qui remontait à 1976, était présent dans le dossier. Contenait-il suffisamment d'ADN pour procéder à des comparaisons? C'est à l'expert David Munich que fut assignée cette tâche. Ces cheveux étaient des échantillons de cheveux du suspect. Pour les recueillir, nous les avons arrachés, de sorte qu'il y avait de la peau sur la racine, contrairement à des cheveux coupés ou des cheveux qui tombent d'eux-mêmes.
Les deux échantillons étaient en bonne condition et permettaient de procéder à une comparaison de l'ADN. Les résultats étaient stupéfiants. Ils démontraient qu'il n'y avait qu'une chance sur 37 milliards que le meurtrier de Janet Baxter soit quelqu'un d'autre qu'Albert Cochran. Dans la matinée du 17 mars 1998, le détective Mitchell, accompagné de la police de Floride, procéda à l'arrestation de Cochran chez lui. Il fut renvoyé au Maine pour y subir son procès. Grâce aux indices recueillis près de 21 ans plus tôt, les détectives établirent que Cochran avait aperçu Janet Baxter seule dans le stationnement du supermarché. Il était animé de pulsions criminelles. Il ne résista pas à l'occasion qu'il avait d'enlever sa victime, de la violer et de la tuer. Le 20 mai 1999, le jury ne mit que 2h30 à trouver Albert Cochran coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la prison à vie, mais cette fois-ci, il n'était pas éligible à une liberté sous caution. Le meurtre n'est pas le seul crime que l'on peut commettre de sang-froid. Dans le sud du Dakota, ce fut une prise d'otage, un fils unique. Aberdeen, dans le sud du Dakota, le 8 mai 1985. Michael Kinney, 20 ans, quitta la maison où il vivait avec sa mère Sandra McNeil pour l'université où il étudiait. Michael n'était pas encore revenu le lendemain matin. Sa mère était très inquiète. Elle se mit à sa recherche. Près de la maison, elle trouva sa voiture garée au bord de la rue. Michael était introuvable. Sandra McNeil alerta immédiatement la police. Le shérif Mark Milbrandt de Brown County fut assigné à cette enquête. Nous étions inquiets. La voiture de Michael Kinney avait été trouvée près de chez lui, et elle semblait se trouver là depuis au moins 24 heures, peut-être même 35 ou 36 heures. Le lendemain, Sandra McNeil reçoit l'appel d'un inconnu. Ce dernier l'enjoint de se rendre à un bar d'Aberdeen plus tard le même soir. Sous le téléphone public, elle trouverait une enveloppe dans laquelle elle découvrirait ce qui était arrivé à son fils. L'homme lui ordonnait de ne pas aviser la police. La mère de Kinney se rendit au bar et trouva l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un message. Le ravisseur l'informait qu'elle reverrait son fils en vie à la condition qu'elle fournisse une rançon de $200 000. Malgré l'avertissement du ravisseur, Sandra McNeil remit la lettre au détective qui la firent aussitôt examiner par les experts du laboratoire. Trois jours après la disparition de son fils, Sandra reçut un second appel. Cette fois-ci, les enquêteurs écoutaient la conversation. Le ravisseur demandait à McNeil de déposer l'argent de la rançon dans un parc d'Aberdeen à 21h. Ils retracèrent l'appel. Il provenait d'un téléphone public. Malheureusement, le ravisseur disparut avant l'arrivée des agents. Il n'y avait aucune empreinte digitale. Les enquêteurs analysèrent l'enregistrement de la conversation. Le ravisseur avait déclaré qu'il n'avait fait aucun mal à Michael, mais il avait refusé qu'il parle à sa mère avant le paiement de la rançon. Il avait ensuite décrit les vêtements de Michael pour prouver qu'il était vraiment avec lui.
Les enquêteurs n'avaient d'autre alternative que de se plier à ses ordres. L'argent de la rançon fut mis dans un attaché-case. À l'intérieur, les agents dissimulèrent un appareil qui leur permettait de le retracer. Une policière en civil alla porter la rançon à l'heure et à l'endroit prévu. Quelques instants plus tard, un individu saisit l'attaché-case et prit la fuite en courant. Les policiers le prirent en filature. Le ravisseur se rendit à une résidence. Il gara l'Oldsmobile bleu qu'il conduisait. Il monta ensuite à bord d'une Camaro orange avec l'attaché-case. Une femme non identifiée monta à bord du véhicule. Grâce à l'appareil électronique, les agents le suivirent jusqu'au Minnesota. Le ravisseur entrait dans l'État lorsqu'il dut s'arrêter en raison d'un barrage routier. On ordonna aux deux individus de sortir du véhicule et on les arrêta. Le conducteur était Todd Miller, 19 ans. La passagère était sa sœur de 17 ans. Les enquêteurs interrogèrent les deux suspects séparément. Au cours d'un long interrogatoire, ils constatèrent que la jeune sœur n'avait pas la moindre idée de l'endroit où se trouvait Michael Kinney. Elle fut remise en liberté. Todd Miller déclara à la police qu'un revendeur de drogue du nom de Bob Jacobs lui avait demandé de prendre un colis et de le lui rapporter au Minnesota. En échange, Jacobs avait promis de l'aider financièrement. Lorsqu'on lui demanda s'il connaissait Kinney, Miller déclara que c'était un de ses amis, mais qu'il ignorait si Jacobs était relié à sa disparition. Grâce à Miller, les enquêteurs pourraient peut-être mettre sur pied une opération pour coincer le revendeur de drogue. Ils redonnèrent à Miller l'argent de la rançon et le conduisirent jusqu'au point de rendez-vous convenu avec Jacobs. Jacobs ne se rendit jamais sur les lieux. Les détectives ramenèrent Miller au poste de police. Le lendemain, Miller admit que l'histoire de Jacobs était fabriquée de toutes pièces. L'enlèvement n'en était pas un. Miller déclara que c'était l'idée de Michael Kinney et qu'il l'avait seulement aidé à mettre son plan à exécution. Miller était un ami de Kinney depuis l'école secondaire. Ce dernier trempait dans le monde de la drogue et il avait décidé de s'installer au Canada. Miller avait participé à l'arnaque pour aider son ami à déménager. Il fut soumis au détecteur de mensonges. Les résultats n'étaient pas concluants, mais il semblait y avoir un fond de vérité dans les déclarations du jeune homme. Cela signifiait que Michael Kinney était peut-être en vie et qu'il avait pris la fuite. On émit immédiatement un mandat d'arrêt contre lui. Les policiers du Dakota étaient à la recherche de Michael Kinney, 20 ans. Ce qui semblait d'abord être un cas d'enlèvement s'était révélé être une arnaque. L'ami de Kinney, Todd Miller, soutenait avoir participé à contre-cœur à toute cette opération.
Suite à ces déclarations, la police fit émettre le mandat d'arrêt de Kinney. Malheureusement, on ignorait où il pouvait se trouver. Les détectives interrogèrent sa petite amie. Elle était avec Michael la veille de sa disparition. Il l'avait reconduite chez elle après être allé au restaurant. Elle n'avait eu aucune nouvelle de lui depuis. Quelques semaines plus tard, un fermier d'Aberdeen fit une sinistre découverte. Il remarqua une odeur nauséabonde près d'un bâtiment qu'il n'utilisait plus. Il y entra. Il y avait un cadavre. Des policiers furent immédiatement dépêchés à la ferme. Le corps était dans un état de décomposition avancée, mais on pouvait cependant y voir 3 blessures de projectiles et à la tête des traces de blessures causées par un objet contondant. Le fermier ne connaissait pas l'identité de la victime et ignorait aussi comment elle avait abouti dans ce bâtiment. On put finalement l'identifier à partir de ses dents. Il s'agissait de Michael Kinney. Cela nous a profondément affectés. Nous passions subitement d'une affaire de vol à un réel enlèvement et un homicide. Lors de l'autopsie, le médecin légiste put déterminer que la mort avait été causée par un projectile qui l'avait blessé à l'aorte. Des fibres qui provenaient sans doute d'un tapis furent recueillies sur les vêtements de la victime. Kinney était mort depuis 2 à 3 semaines, sans doute depuis le moment de sa disparition. Les détectives se tournèrent à nouveau vers le suspect, Todd Miller. Pour eux, il était évident qu'il était l'auteur de ce meurtre. Maintenant, ils devaient le prouver. Ils commencèrent par examiner de plus près la demande de rançon. Miller fut convoqué au poste de police pour fournir des échantillons d'écriture. En attendant les résultats des analyses, la police obtint un mandat pour fouiller sa voiture. Les détectives découvrirent alors que l'osmobile bleu utilisé par Miller pour recueillir l'argent de la rançon avait été nettoyé depuis peu. Les experts y trouvèrent cependant 2 cheveux qui avaient échappé au nettoyage. Ils recueillirent également des échantillons de fibres dans le coffre arrière. Ils vaporisèrent ensuite du luminol à l'intérieur du coffre et constatèrent qu'il y avait bien des traces de sang. Malheureusement, les traces s'étaient trop détériorées pour être analysées. Les indices furent remis à l'expert Rex Reese du laboratoire judiciaire de l'État. Ce dernier compara les fibres trouvées sur les vêtements de Kinney à celles qui avaient été recueillies dans le coffre de la voiture du suspect. Il y avait une série de fibres dans le coffre de la voiture. Il y en avait sur la partie métallique au fond du coffre. Il s'agissait de rayons noirs synthétiques. Nous avons retrouvé ces mêmes fibres noires sur les vêtements de Michael Kinney. Les résultats étaient incriminants, mais les preuves indirectes. Les détectives devraient en trouver de plus tangibles pour démontrer que le corps de Michael Kinney s'était bien trouvé dans le coffre de la voiture de Miller. Reese compara ensuite les 2 cheveux recueillis dans l'Oldsmobile à ceux qu'il avait prélevés sur la victime lors de l'autopsie. Malheureusement, les cheveux découverts dans le coffre étaient trop endommagés pour lui permettre de tirer une conclusion. Les cheveux avaient été coupés près de leurs racines par un objet contondant. On ne pouvait donc pas comparer les racines. Cependant, on pouvait voir qu'il s'agissait de cheveux humains et que ces derniers étaient semblables à ceux de Michael Kinney. L'analyse de Reese permettrait au moins aux détectives de faire un pas dans la bonne direction. Mais il fallait trouver davantage de preuves. Des experts en graphologie examinèrent des échantillons d'écriture du suspect.
Il y avait concordance entre l'échantillon d'écriture de Miller et la demande de rançon. Malgré ses protestations, Miller fut arrêté et accusé de meurtre au premier degré. Les détectives découvrirent alors que Miller avait tenté de sauver son père de la banqueroute. Il s'était tourné vers son soi-disant ami. Le 8 mai 1985, dans la soirée, Michael Kinney avait déposé sa petite amie chez elle et il était rentré chez lui. Les policiers croient que son ami lui a alors demandé de passer le voir. Kinney ne savait évidemment pas ce qui devait lui arriver. Il était une cible facile pour le jeune Miller qui avait tout planifié froidement. Après lui avoir asséné un coup à la tête, il le mit dans son coffre arrière et quitta rapidement les lieux. Miller se rendit à une ferme isolée où il tua Kinney qui était toujours inconscient. Il cacha ensuite le corps dans un bâtiment abandonné, puis rentra chez lui pour mettre son plan d'extorsion en marche. Lors de son procès, Todd Miller fut jugé coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement, de possession d'argent obtenu à titre de rançon et de contrefaçon. Il fut condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité, plus 20 ans. Dans une petite ville près de Preston, dans l'État de Washington, un autre cas de disparition allait se révéler être un homicide. Le 4 septembre 1996, Rex et Shirley Wren signalèrent la disparition de leur fils James, 35 ans. L'ami avec lequel il vivait, Emmett Marcel, avait la réputation d'être un homme violent. Selon les parents, 2 mois plus tôt, alors qu'ils effectuaient des travaux de rénovation dans leur maison, Marcel était devenu fou de colère contre lui. Wren avait quitté les lieux le temps que son ami Marcel reprenne ses esprits. Lorsqu'il était rentré plus tard, Marcel lui avait tiré une balle dans la jambe. Leur fils avait refusé de porter plainte. Cette information permettait à la police d'ouvrir immédiatement une enquête pour le retrouver. En fouillant dans le passé, les enquêteurs découvrirent que la police s'était déjà rendue à maintes reprises à la résidence de Wren et de Marcel pour tenter de régler leur dispute. Le 10 août, 1 mois après avoir été blessé, Wren avait appelé le service d'urgence, cette fois-ci pour porter plainte. On ne l'avait plus revu ensuite. Le détective Denny Gola du service des crimes majeurs de King County fut chargé de cette enquête. La dernière fois qu'on l'avait vu, il était en compagnie d'un agent de police du comté. Il y avait eu des problèmes chez lui et le sergent Bachmeyer, le superviseur de patrouille à ce moment-là, l'avait appelé à la maison et l'avait conduit au poste de Fall City. Gola commença par examiner le rapport du 10 août. Le sergent Matt Bachmeyer avait conduit Wren au poste de police le plus proche. Il avait ensuite pris sa déposition avant de lui donner congé. Le détective Gola laissa un message au policier Bachmeyer afin que ce dernier le rappelle. En attendant, il poursuivit son enquête en interrogeant les voisins de Wren. L'un d'eux, Richard Pettigrove, déclara que la dernière fois qu'il avait vu Wren, c'était le 10 août. Il l'avait vu à bord d'une voiture de patrouille suite à une dispute que Wren avait eue avec son ami Emmett Marcel. Richard décrivit ce dernier comme étant dangereux et agressif. Tous les voisins, sans exception, étaient convaincus que Marcel avait quelque chose à voir dans la disparition de Wren. Le détective Gola introduisit le nom du suspect dans la base de données de la police. Il découvrit que ce dernier avait été emprisonné récemment à Tacoma suite à une infraction au code de la route.
Il était temps d'interroger le suspect numéro 1 au sujet de la disparition de James Wren. Les agents de King County, dans l'État de Washington, étaient à la recherche de James Wren, 35 ans. Ses parents avaient signalé sa disparition. L'ami de Wren, Emmett Marcel, était le suspect numéro 1. Les policiers se rendirent à la prison de Tacoma pour l'interroger. Marcel accepta de se soumettre au détecteur de mensonges. Il ne semblait pas affecté par la nouvelle de la disparition de Wren et déclara n'avoir aucune idée de l'endroit où ce dernier pouvait se trouver. Le soir du 10 août, c'est-à-dire la dernière fois que Wren avait été vu, Emmett était en compagnie d'un ami à Tukwila, dans l'État de Washington. À en juger par le détecteur de mensonges, il disait la vérité, mais les détectives n'en étaient pas convaincus. Ils obtinrent un mandat de perquisition de la voiture de Marcel. Ils y découvrirent un flacon de médicaments sur ordonnance au nom de Wren. Il y avait également un marteau taché d'une substance d'un brun rougeâtre. Au laboratoire, des échantillons de cette substance furent analysés, mais les experts furent incapables d'obtenir des résultats concluants. La substance était trop altérée. L'affaire entourant le suspect Marcel semblait ne mener nulle part. Son nom fut rayé de la liste des suspects. Il fallait espérer que l'agent Bachmeier, qui avait pris la déposition de Wren le 10 août, pourrait apporter de nouvelles informations sur cette affaire. Quelques semaines plus tard, l'agent Bachmeier répondit enfin aux détectives et se rendit au poste pour répondre à leurs questions. Il s'excusa pour le long délai. Son travail était très exigeant et sa maison venait d'être cambriolée et incendiée. Il déclara que lorsqu'il s'était rendu chez Wren le 10 août, il l'avait immédiatement reconnu. Bachmeier était convaincu que c'était ce même homme, Wren, qu'il avait aperçu s'enfuyant de chez lui au moment où sa propre maison avait été incendiée. Lors de la déposition de Wren, Bachmeier l'avait questionné au sujet de l'incendie. Wren avait admis en être l'auteur, mais après avoir signé des aveux, il était sorti en trompe du poste de police. Pour le détective Gola, la version des événements de Bachmeier était pour le moins étrange. Vous savez, les gens ne sortent pas ainsi d'un poste de police, en particulier lorsqu'ils viennent de vous avouer qu'ils ont incendié votre maison. Pour le moment, il était encore trop tôt pour déterminer si Bachmeier était impliqué dans la disparition de Wren. Les détectives décidèrent d'examiner plus à fond cette histoire de cambriolage et d'incendie criminel. Le détective Gola rencontra l'investigateur en incendie du service de police de Renton. Ce dernier avait participé à l'enquête entourant l'incendie de la résidence de Bachmeier. Au début, il avait cru que le mobile du crime était la vengeance d'un criminel, mais il s'était ravisé. Il était convaincu que Bachmeier en était lui-même le responsable. L'incendiaire avait utilisé des fusées éclairantes dans des contenants de plastique pour allumer le brasier. Ainsi, il avait disposé d'un long délai pour quitter les lieux. On avait également découvert que de nombreux objets de valeur, tels que des bijoux, des gravures à tirage limité et des vêtements de cuir, avaient été retirés de la maison pour être entreposés dans le garage peu avant l'incendie. L'enquêteur Sue Peters, du bureau du shérif de King County, travaillait également sur cette affaire. Les détectives de Renton étaient préoccupés par cette affaire. Ils croyaient que Bachmeier était peut-être impliqué parce qu'une de ses voisines l'avait aperçu s'éloigner de chez lui sur sa moto en plein milieu de la nuit. Quelques minutes plus tard, sa maison était la proie des flammes. Ces déclarations contradictoires avaient eu pour effet que la compagnie d'assurance de Bachmeier n'avait pas accepté de le dédommager, à moins qu'il ne se soumette au détecteur de mensonges. L'agent avait catégoriquement refusé. Il dut remettre son insigne et son arme et fut suspendu de ses fonctions. Il était maintenant le suspect numéro 1 dans la disparition de James Wren.
Malheureusement, les détectives ne disposaient d'aucun mobile pour le crime, ni d'aucun cadavre. Ils devraient être plus rusés que l'agent de police. Selon Bachmeier, Wren avait avoué avoir cambriolé et incendié sa résidence. Une copie de sa déposition fut envoyée aux détectives. La signature de Wren se trouvait au bas de toutes les pages. Il était étrange cependant que l'écriture de la déposition ne soit pas la même que la signature. Il n'est pas rare qu'un enquêteur rédige la déposition et la fasse ensuite signer par le suspect. Le document fut envoyé à des experts en graphologie. Ces derniers conclurent que la signature au bas des pages était bien celle de Wren et que le document avait été rédigé de la main de Bachmeier. Mais ils avaient fait une autre constatation étonnante. Toutes les pages de la déposition avaient été rédigées avec la même encre, mais il y avait eu changement de stylo après 2 pages. Les 2 premières pages contenaient la plainte de Wren à propos de Emmett Marcel, et les pages 3, 4 et 5 étaient en fait les aveux de Wren au sujet du cambriolage et de l'incendie. Un portrait des événements prenait forme. It was my belief that Brad Wren was going to be used as the suspect of the J'étais arson. convaincu que le sergent Bachmeier avait utilisé Brad Wren comme suspect. And, you know, the case is really all tied together. That On Sergeant soupçonnait Bachmeier d'être impliqué dans l'incendie de sa maison the arson of his own home, et il devait trouver quelqu'un d'autre pour être blanchi de tout soupçon. that he could say set his house on fire to clear him. So he picked Il a donc choisi Brad Wren. who led a very simple life. La police obtint un mandat de perquisition pour fouiller la voiture de patrouille utilisée par le sergent Bachmeier le soir du 10 août. On découvrit des petites taches brun-rouge sur le siège arrière et l'appui-bras. Le tissu de la banquette arrière fut retiré. Les experts furent abasourdis en apercevant une tache encore plus grande sur le matériel de rembourrage de la banquette. Une grande quantité de la substance avait traversé le tissu et imbibé la mousse de polyuréthane. Des échantillons de toutes les taches furent prélevés et envoyés au laboratoire pour analyse. Il s'agissait de sang humain. Lorsque Bachmeier apprit cette nouvelle, il répliqua que Wren avait été victime de saignements de nez dans la voiture de patrouille. Les détectives n'en croyaient rien. Des experts procédèrent à des analyses pour déterminer combien il fallait de sang pour produire une tache aussi importante. En répandant du sang humain sur des banquettes identiques à celles de l'auto du sergent, ils constatèrent qu'il fallait 200 millilitres de sang pour créer une tache de cette importance, soit beaucoup plus qu'un saignement de nez très abondant. Les experts devaient maintenant prouver que le sang de la voiture de patrouille était bien celui de Wren. Sans le corps de la victime, il était impossible de procéder à des comparaisons. La chimiste Kim Duddy devait trouver une façon de résoudre ce problème. Ses parents biologiques étaient vivants et ils ont tous 2 accepté de fournir des échantillons de leur sang. Nous avons donc comparé le sang du père et de la mère du disparu à la tache suspecte du véhicule de Bachmeier. Le sang provenait bien de l'enfant biologique de Rex et de Shirley Wren. En dépit de l'absence de corps, cette preuve était très importante. Le sergent Matt Bachmeier fut arrêté pour le meurtre de James Brad Wren. S'il restait quelques doutes aux détectives, ceux-ci furent éliminés le 2 février 1997, moins de 3 mois après l'arrestation de Bachmeier. Des ossements et des fragments de vêtements furent découverts dans une impasse isolée du parc de Cougar Mountain. Il y avait là, bien identifiable,
un crâne, ainsi qu'un plâtre marqué de rouge, de blanc et de bleu. Dans le porte-clés de Bachmeier, on avait remarqué les clés qui donnaient accès à ce parc. Les détectives croient que le sergent espérait gagner rapidement de l'argent en incendiant sa maison, mais son plan a échoué lorsque sa compagnie d'assurance a commencé à le soupçonner. Il devait prouver que quelqu'un lui en voulait. Wren était la cible idéale. Le sergent Matt Bachmeier fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les meurtriers qui tuent sans remords et dont les mobiles sont obscurs rendent la tâche difficile aux détectives. Mais par une enquête minutieuse, avec une bonne dose de patience et grâce aux ressources du laboratoire judiciaire, on peut venir à bout de ces criminels qui tuent de sang-froid.